Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir Jean-François Gaudy, le directeur de l'innovation d'Inetom. Jean-François, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes directeur de l'innovation chez Inetom. Alors, Inetom est un membre important et fidèle du DigiWorld Institute puisque vous avez accompagné beaucoup de nos travaux. Vous mentorez actuellement la commission consacrée à l'immersive learning. Vous participez, entre autres, on ne va pas tout énumérer, mais aussi à la commission sur les IA génératives. Alors, y a-t-il une patte, une marque de fabrique particulière pour l'innovation chez Inetom ? Bon, Inetom, on a la chance d'être un grand groupe. On est dans 27 pays, on est 27 000 collaborateurs. Et on a décidé de donner les ambitions qu'on voulait avoir sur l'innovation en créant une équipe qui aujourd'hui est une équipe de près de 150 personnes qui sont réparties sur 7 Fab Labs. Donc, 150 personnes consacrées à l'innovation. Qui sont consacrées à l'innovation et qui travaillent sur les sujets qu'on va aborder pendant cette discussion. Aujourd'hui, ces personnes, elles sont réparties sur les différents sites qui constituent des endroits importants pour Inetom. On a vraiment un ancrage territorial qui est important. En France, les Fab Labs, en l'occurrence, dont je parlais, sont à Paris, à Lyon, à Nantes, mais nous sommes également à Madrid, à Lisbonne, à Casablanca, à Gand. Donc voilà, un maillage qui est important avec nos Fab Labs d'innovation sur lesquels on travaille sur toutes les grandes technologies qu'on vient d'évoquer. Donc un maillage à la fois territorial français, avec une valorisation aussi de l'innovation en région. Et d'ailleurs, vous participez à la Learning Expedition dans le Grand Est que nous organisons avec l'ensemble de nos membres et qui sera consacré à la réindustrialisation et les enjeux des disruptive tech dans la réindustrialisation. Un maillage aussi européen et j'entends Rabat parce que le maillage avec l'Afrique est un élément important aussi pour Inetom. Alors notre présence, effectivement, elle est en Europe, mais pas qu'en Europe. Effectivement, on est en Afrique également, avec une présence très importante au Maroc, à Casablanca en l'occurrence, mais également sur l'ATAM, avec une présence dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Donc effectivement, on n'est pas qu'en Europe. Je dirais que le barycentre de nos activités se trouve quand même essentiellement en Europe. Alors on a vu que vous aviez une actualité importante sur deux des disruptive tech que nous suivons tout particulièrement au sein du DigiWorld Institute, à savoir les IA et plus particulièrement les IA génératives, mais aussi tout ce qui est l'immersif et donc l'immersive learning. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations, quelques exemples finalement de la marque de fabrique Inetom et la façon dont vous intégrez ces technologies dans votre feuille de route ? Alors je vais commencer par parler un petit peu de l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. On travaille sur l'intelligence artificielle au service des vidéos par exemple. Donc tout ce qui est la capture de vidéos et l'analyse de vidéos, ce qu'on appelle également la computer vision. On avait notamment depuis longtemps travaillé sur l'industrie et on évoquait justement la réindustrialisation de la France. Typiquement, la captation de vidéos et l'interprétation de vidéos dans l'industrie sont des outils qui sont extrêmement utiles, notamment dans tout ce qui est détection de défauts, dans tout ce qui est amélioration de la production. Et ça nous a permis en fait depuis longtemps de travailler sur des technologies d'IA qui sont intéressantes comme par exemple les GAN. Les GAN, ce sont ces réseaux de neurones qu'on utilise pour générer des images et plus vraies que nature, j'allais dire, parce que typiquement dans l'industrie, on ne peut pas demander à un industriel de créer des milliers d'objets qui comportent des défauts pour pouvoir entraîner un modèle de réseau de neurones. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir créer des images de défauts, mais de manière artificielle, pour pouvoir ensuite entraîner ces modèles et sur une chaîne de production pour pouvoir être plus efficace. Donc ça faisait longtemps qu'on travaillait sur ces choses-là et finalement c'est le début, j'allais dire, de l'IA générative. On génère effectivement des images qui sont des images de défauts pour entraîner une IA. C'était intéressant. Donc d'une certaine façon, une pédagogie par l'erreur, si je comprends bien, qui permet d'améliorer ensuite les dispositifs et qui, pour l'industrie, permet d'assurer une qualité, d'éviter, j'imagine, des stocks qui doivent être jetés au rebut. Absolument, mais ça, c'est des choses qu'on faisait depuis longtemps. Et en fait, le fait de s'intéresser à ce type d'IA,
et de générer des images, on s'est demandé aussi à cette époque comment on pouvait faire pour utiliser ce type de technologie pour d'autres moyens à d'autres fins que l'image. Et par exemple pour le texte. Et ça nous amène en 2017, au moment où finalement Google publie les premiers papiers scientifiques sur l'IA générative et notamment autour du texte. Et nous, on travaillait déjà sur des chatbots, on avait déjà un produit autour des chatbots et on regardait ça avec beaucoup d'attention parce que ça nous permettait notamment d'améliorer la compréhension des phrases qu'on lisait dans les chatbots. On était à l'époque, pas encore à ce qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, mais effectivement, les équipes d'innovation d'Inetum travaillaient déjà sur l'IA générative et regardaient avec attention les premiers papiers sur les LLM en 2017. Et aujourd'hui, évidemment, il s'est passé quelques années. Vous avez tous connu l'arrivée sur le marché en fin d'année dernière et surtout au début de cette année de ChatGPT et de l'ensemble des autres LLM qui sont arrivés sur le marché. Et nous sommes très présents sur ce marché. D'abord parce que nous en voyons l'intérêt pour nous-mêmes, pour améliorer notre productivité, pour améliorer la qualité de la production qu'on peut avoir. Ce qui signifie que vous utilisez ChatGPT au sein d'Inetum, vous avez permis l'accès à ChatGPT? Alors, nous utilisons les LLM. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails des outils qu'on utilise, mais effectivement, on ne va pas se priver d'utiliser des outils de ce type. Maintenant, comme on connaît très bien ces outils, ça nous permet de choisir les bons outils par rapport aux différents cas d'usage qu'on peut imaginer pour nos clients, mais pour nous-mêmes. Vous avez peut-être vu dans la presse qu'on a travaillé avec la métropole de Montpellier, absolument, notamment pour déployer un LLM qui est un LLM qui est hosté par la métropole. Alors justement, si vous le permettez, si on fait un point, et si vous pouvez l'expliquer, si on fait un point sur ce cas d'usage avec la métropole de Montpellier, la métropole de Montpellier est membre du DigiWorld Institute, quelle est finalement la demande précise d'une collectivité territoriale telle que la métropole de Montpellier par rapport à justement ces IA génératives? Je pense que c'était de pouvoir démontrer qu'il était possible d'utiliser des IA génératives, mais en encadrant la manière de l'utiliser. Pour éviter les dérives. Pour éviter les dérives et en ayant un vrai contrôle sur l'IA générative qui est utilisée derrière. Donc en l'occurrence, là, on est sur une IA générative qui est, comme je le disais, hostée localement. Donc il y a une notion de souveraineté d'une certaine façon absolument. Aussi. Et qui est déployée et hostée par la métropole. Vous intervenez, vous parliez tout à l'heure de l'arrimage territorial, donc vous intervenez avec un nombre important de collectivités territoriales sur ce sujet, ou est-ce que c'est encore un peu embryonnaire? Je dirais que la métropole de Montpellier a été la première, je pense, à parler autant du sujet et à le pousser autant dans la presse ou à se positionner sur ces sujets. Maintenant, on sait très bien que d'autres collectivités, d'autres territoires sont en train de s'engager sur ces sujets. Évidemment, on se positionne ici parce que je pense qu'on a vraiment démontré l'expérience qu'on avait en la matière. Et j'espère que la métropole de Montpellier, en l'occurrence, va continuer parce que la manière dont ils sont en train de le faire se place d'abord au service des citoyens, et c'est ça qui est quand même intéressant. C'est quand même le cas d'usage qui n'est pas uniquement une démonstration technologique, mais vraiment une démonstration de la manière dont la technologie peut venir enrichir l'expérience pour les citoyens et finalement la démocratie, puisqu'en fait là, il s'agit de donner de l'information de manière complètement ouverte aux citoyens
je pense que l'expérience est très intéressante. Ça participe en effet d'un point qui pour nous est essentiel, que l'on a appelé les humanités du numérique, c'est-à-dire aussi comment faire en sorte qu'il puisse y avoir une formation aux usages du numérique pour que ce soit effectivement un numérique vertueux et source de progrès. Alors, puisque on parle en effet de ce cas d'usage, qu'en est-il aussi du tout ce qui est immersif? Parce que Inetum et vous en particulier, Jean-François Gaudy, vous vous êtes positionné assez fortement sur cette logique de l'immersif. On sait que le président de la République, notamment, avait appelé à un immersif européen véritablement. Quel est le positionnement d'Inetum par rapport à ce sujet et comment embarquez-vous aussi les IA et les IA génératives dans cette logique immersive? C'est beaucoup de choses d'un coup. D'ailleurs, le président de la République est revenu sur les principes du métaverse et la manière dont il voulait que la France soit positionnée sur ces sujets, notamment lors de son allocution pendant Vivatech. Absolument. Ça nous a beaucoup intéressés parce qu'effectivement, aujourd'hui, on considère qu'on est un acteur important des technologies de l'immersif. Et je vous remercie de me donner la possibilité d'en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important que les autres acteurs sachent que nous disposons d'une plateforme aujourd'hui qu'on peut mettre à leur disposition, qui est une plateforme qui a été conçue en France, qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant, dont le cœur a été versé en open source. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ça repose sur un protocole qui s'appelle UMI 3D, sur lequel nous avons monté un consortium avec un certain nombre d'acteurs qui sont importants. Alors évidemment, je pense à nos amis de France Immersive Learning, avec lesquels on travaille beaucoup autour de ce protocole. Et France Immersive Learning est membre du DigiWorld Institute, comme nous sommes d'ailleurs membres de France Immersive Learning. Je savais que vous alliez pouvoir rebondir sur le sujet. Donc, pour nous, cette partie immersive, elle est très importante. Elle vient, comme je le disais, du protocole qu'on a monté il y a quelques années et qui vient de travaux scientifiques, puisque les équipes d'innovation de Inetum publient très régulièrement commettent, j'allais dire, des publications scientifiques assez régulières. Ce qui pour nous est important parce que ça veut dire qu'on partage aussi avec la communauté scientifique qui nous apporte également lorsque on crée nos produits. Et pour nous, c'est un ensemble comme l'open source d'ailleurs qui est important et qui doit s'alimenter, où les acteurs tels que Inetum doivent participer et alimenter ces communautés. Donc on avait travaillé sur ce protocole il y a plusieurs années et puis on a développé autour de ce protocole un ensemble d'outils qui permettent aujourd'hui de créer des scènes de réalité virtuelle dans lesquelles un certain nombre de personnes peuvent venir s'immerger, vont pouvoir discuter, interagir entre elles, non seulement interagir entre elles, mais également interagir avec l'environnement dans lequel elles se trouvent. Donc la scène n'est pas juste un décor, mais ça devient également un endroit dans lequel les gens peuvent être acteurs et manipuler des objets. Alors plus concrètement, si on essaie de donner une illustration pratique, quel exemple pourriez-vous nous donner? Des cas d'usage, en fait. On a parlé d'industrie tout à l'heure, reparlons d'industrie. Eh bien, les industriels aujourd'hui nous utilisent pour créer leurs environnements de travail, pour recréer leurs environnements de travail, y compris avec des machines qui sont complexes, qu'on va recréer complètement, qu'on va simuler, et dans lesquelles les opérateurs peuvent venir se former et s'entraîner à manipuler ces machines dans les conditions du réel, mais en virtuel. Donc c'est une transformation totale de l'approche, on va dire, de formation, de l'approche pédagogique et de la formation à un métier où finalement, en tant que collaborateur, je pourrais me former grâce à l'immersif à l'utilisation de tel ou tel outil. Oui, en tant que collaborateur et en tant qu'équipe. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ce que je disais également, c'est que la partie collaborative est extrêmement importante là-dedans. Ce qui est d'ailleurs une des difficultés technologiques. Lorsque vous êtes seul à manipuler un objet, en fait, on va avoir effectivement un certain nombre de contraintes, mais lorsque vous êtes à plusieurs en même temps, il peut y avoir des contraintes qui rentrent en opposition entre les manipulations des uns et des autres. Mais par contre, c'est très intéressant parce que ça permet d'imaginer des cas d'usage où on va se former en équipe, à utiliser du matériel qui est complexe, à se retrouver dans des situations complexes sur lesquelles on va non seulement interagir avec le matériel, mais aussi avec les autres. Donc on va se répartir les tâches,
on va regarder la manière dont les interactions des uns et des autres ont une influence sur l'environnement. Et donc, en fait, c'est là où ça a une vraie importance. Donc, avec une vraie différence par rapport au dispositif traditionnel d'e-learning où je suis face à mon ordinateur et je réponds à des questions ou autres. Là, vous êtes véritablement dans un dispositif pédagogique où vous embarquez aussi, d'une certaine façon, l'apprentissage collectif. Alors, ce qui est très important dans ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est le côté expérientiel. L'expérience, c'est vraiment ce qui permet d'ancrer le savoir qui va être acquis par les équipes qui sont dans cet environnement et de pouvoir faire que la première fois qu'on se retrouve dans une situation réelle, on a l'impression de l'avoir déjà vécu auparavant. Et ça, pour ça, l'expérientiel, il n'y a pas mieux. Et aujourd'hui, en fait, on peut imaginer plein de cas d'usage, que ce soit dans l'industrie, mais pourquoi pas dans la médecine également. Pourquoi pas imaginer non pas les gestes du chirurgien, mais bien l'enchaînement d'une procédure complexe dans une équipe qui est en train de créer une opération. Et on peut imaginer également maintenant, dans le cadre de la sécurité civile, de l'intérieur, de la défense, des cas d'usage où effectivement on va placer des équipes dans une situation et on va leur demander de réagir entre eux, mais aussi avec l'environnement et de manipuler comme s'ils y étaient. Et lors du Mobile World Congress, vous nous aviez présenté un projet qui semblait être passionnant et qui concernait justement l'université et d'une certaine façon l'application au monde universitaire de la réalité immersive. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes par rapport à ce projet? J'ai parlé d'industrie, mais effectivement, le monde de l'éducation est un monde avec lequel on interagit beaucoup également. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'universités et d'écoles aujourd'hui qui s'intéressent à notre outil, qui permet de créer facilement ces expériences immersives. C'est un autre moyen de donner le savoir et d'immerger les étudiants. D'ailleurs, ce qu'on attend beaucoup également, c'est des étudiants qui créent des scènes immersives et qui s'approprient nos outils pour pouvoir créer. Donc ils co-designent d'une certaine façon. Ah oui, absolument, parce qu'en fait, notre outil permet de créer ces scènes de réalité virtuelle et les scénarios qui vont avec sans avoir à coder. Donc en fait, tout le monde peut venir créer ces scènes de réalité virtuelle. Il ne faut pas être un expert du codage pour participer à votre expérience. En fait, c'est bien d'avoir un expert d'une des situations qu'on cherche à mettre en scène. Typiquement, les industriels, parfois, ce sont des chimistes, des mécaniciens qui vont créer l'environnement virtuel dans lequel ils vont former leurs équipes. Donc, ce n'est pas des informaticiens, en l'occurrence là. Les étudiants peuvent faire la même chose. Et on a créé, par exemple, des situations où les étudiants se retrouvent à avoir des cours dans des environnements qui n'ont aucun rapport avec la salle de cours dans laquelle ils sont immergés, dans lesquels ils se trouvent habituellement. Moi, je considère que c'est dommage d'utiliser des technologies comme celles qu'on a aujourd'hui en réalité virtuelle pour recréer un monde dans lequel les étudiants sont habituellement. Un amphithéâtre avec un prof qui fait cours en réalité virtuelle et qui passe des slides en réalité virtuelle, ça n'a aucun intérêt. Par contre, avoir un cours de marketing par Karl Marx dans le Londres du début du XXe siècle, ça c'est intéressant. Et ça, ce sont des sujets effectivement sur lesquels on travaille. Et je vais faire le lien avec le début de notre conversation sur l'IA générative. En fait, les passerelles entre l'IA générative et les mondes immersifs sont très importants. La chance qu'on a chez Inetum avec nos équipes d'innovation, c'est d'avoir des gens qui sont des spécialistes de ces domaines-là et qui aujourd'hui savent les mixer. Et dans l'exemple que je prenais avec ce cours de marketing, ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est faire piloter le cours de marketing et la réponse aux questions par une IA générative qui va permettre de répondre aux étudiants pour peu qu'on l'ait entraîné de bonne manière, parce qu'effectivement, on ne peut pas lui laisser dire n'importe quoi, mais dans un cadre qui est prédéfini, pouvoir répondre à des questions qui sont posées par les étudiants de manière extrêmement naturelle. L'autre chose d'ailleurs qui est intéressante en termes d'IA générative, en lien avec l'immersif, c'est la manière dont on peut créer ces mondes et ces scènes.
c'est très difficile aujourd'hui, c'était très difficile aujourd'hui de créer des objets 3D et des scènes qui soient réalistes rapidement, donc ça a un coût. Et les IA génératives, elles ne sont pas que du type chatbot, elles ne sont pas que dans la conversation, elles permettent, et vous l'avez certainement vu également, de créer des images. Et de plus en plus, on va effectivement vers la création d'objets 3D et même de mondes 3D qui vont être générés par des IA génératives. Et ça nous accélère dans la manière dont on peut faire de la mise en situation en immersif. Et alors, en tant que directeur de l'innovation d'un grand groupe, comment voyez-vous la faculté d'apprentissage à ces nouvelles technologies du monde politique qui décide des règles, des lois qui vont un petit peu encadrer la façon dont les choses avancent. Et puis, peut-être aussi, vous parliez éducation, la capacité finalement de notre dispositif d'enseignement à adopter en amont ces nouvelles technologies. Quel est, selon vous, votre rôle en tant que directeur d'innovation par rapport à ces deux populations? Écoutez, moi je militerai et je serai le premier d'ailleurs à venir participer à l'éducation effectivement des décideurs politiques de notre pays. Je sais d'ailleurs qu'il y a eu vraiment des efforts qui ont été faits en matière de réchauffement climatique pour essayer de former justement les élus aux enjeux du réchauffement climatique, qui sont d'ailleurs un sujet qui nous préoccupe aussi beaucoup. Enfin, moi, je discute beaucoup avec mes équipes de la manière dont on doit se positionner sur ces sujets, de la manière dont parfois il faut que nous aussi on fasse attention à nos comportements, à ce qu'on produit, à ce qu'on va pousser sur le marché. Typiquement, dans le cas d'Intraverse, notre produit, aujourd'hui, on supporte l'ensemble des dispositifs de réalité virtuelle qui peuvent exister, même que ce soit les dispositifs immersifs de type casque, mais également les ordinateurs, les tablettes, etc. Et pour nous, c'est important parce qu'en fait, on ne veut pas qu'à chaque révolution ou à chaque nouvelle avancée technologique, on soit obligé de tout recommencer. Et donc vous embarquez nativement dans votre dispositif d'innovation la problématique énergétique, changement climatique, c'est ça que je dois comprendre? On y fait, en tout cas, on veut se poser les questions à chaque fois qu'on crée quelque chose, de savoir l'impact que ça va avoir. Ça, c'est pour nous extrêmement important. Et donc, pour en revenir à notre point, je sais qu'il y a eu effectivement des formations qui ont été données auprès des élus, etc. Et je pense que de la même manière, le numérique et les nouvelles technologies du numérique devraient être enseignées, ou en tout cas, on devrait avoir des formations pour que nos élus puissent décider ou orienter en connaissance de cause. Parler des craintes qu'on peut avoir sur les IA génératives sans jamais avoir utilisé une IA générative et avoir vu ce que c'est que, par exemple, une hallucination d'un LLM, c'est dommage. Et je sais qu'aujourd'hui, on est en train de légiférer, en particulier en Europe, sur l'intelligence artificielle. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pas uniquement de dire qu'on doit tout arrêter, tout encadrer et tout freiner sur les IA génératives, mais le faire dans un cadre où on comprend ce qui se passe. Dans un cadre éclairé. Dans un cadre éclairé. Et qui ne nous freine pas non plus intégralement par rapport à nos compétiteurs des autres continents. Absolument. Eh bien, vous savez, Jean-François Gaudy, je pense que nous allons vous inviter à la commission numérique du Sénat, puisque le sénateur Chaise nous a proposé effectivement de venir en audition. Et je pense que votre expérience et votre passion, en particulier la fougue que vous démontrez, permettra de participer à cette pédagogie
à l'attention des sénateurs, mais plus largement d'ailleurs à l'attention de l'ensemble de nos parlementaires. C'est en tout cas ce que nous souhaitons mettre en œuvre au sein du DigiWorld Institute. Je vous remercie beaucoup. Je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir et de continuer effectivement à faire ce type d'émission dans le cadre notamment des technologies immersives que vous mentorez pour Inetum au sein du DigiWorld Institute. Jean-François Gaudy, merci et à bientôt. Merci.